L'écologie politique, ce n'est pas seulement, et c'est utile, la protection de tel ou tel écosystème ici ou là. Bien sûr, il faut le faire. C'est penser globale. Et donc, se donner les moyens de cette pensée globale, et c'est pourquoi je vous parle et reparle de la planification écologique. On va prendre un autre exemple. Vous savez où risque de commencer la révolution dans notre pays? Parce qu'ici, c'est la France. Avec la Chine et le Maroc, c'est 3 pays où on peut passer un repas entier à parler de ce qu'on est en train de manger, avec des pauses pour parler de ce qu'on a mangé la veille et de ce qu'on a en projet de manger dans un mois. C'est comme ça. Manger et boire, ben dites, ça vaut d'autres occupations, et puis c'est une manière de vivre. Des gens s'assoient autour de la table. Il y a des tas d'endroits où les gens ne s'assoient même pas pour manger. Bon, bref, on mange. Alors donc, on peut parler de manger. Les gens, ils regardent ce qu'il y a là. Puis maintenant, ils sont inquiets. Vous ne croyez pas? Tout le monde a entendu parler de l'épidémie de malformation génitale à la naissance. Tout le monde est au courant que la fertilité des hommes baisse. Tout le monde est au courant que certaines maladies ont peut-être à voir avec ce qu'on mange, que ce soit le cancer ou que ce soit même l'autisme. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, quand vous êtes un jeune couple et que vous vous préparez à mettre un enfant au monde ou en chantier, eh bien vous y pensez, la fille et le garçon. Et ils font attention à ce qu'on mange, à ce qu'on respire et où on va en vacances. Oui, même où on va en vacances, parce qu'ils ont vu l'émission à la télé et on leur a dit, ah ben si vous avez là ou là, il y a des pesticides partout. Très bien, gardez-vous-les. C'est ça que se disent les gens. Et quand quelqu'un s'interroge sur le contenu de son assiette, moi je ne me moque pas de lui. Je ne dis pas comme ces petits bourgeois gavés qui m'ont observé lorsque j'ai parlé du quinoa. Ha ha, Mélenchon et le quinoa. Au lieu de regarder de quoi je parlais, ils ont regardé dans quel journal je le disais. Et au lieu de regarder ce que je disais du quinoa, ils ont juste vu le quinoa. Mais oui, le quinoa. Mais oui. Alors, ou le petit épeautre, si vous voulez, puisqu'on le cultive en France. Mais le quinoa aussi, on le cultive en France. La question, ce n'est pas le quinoa, c'est de comprendre que nous pouvons sortir des protéines carnées parce que nous avons mesuré ce que nous sommes en train de faire pour passer à des protéines végétales. Et ça change tout, parce qu'il faut les cultiver, parce qu'il faut changer l'alimentation et sortir d'un système absurde où il vous faut 5 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. C'est absurde. Et surtout que les protéines animales, d'où elles viennent, c'est en quelque sorte un sous-produit de l'élevage de masse. Quand vous faites une ferme des 1000 vaches, qui est une horreur pour les 1000 vaches et pour ceux qui vont boire le lait de ces pauvres bêtes, à la fin, vous avez de la viande qui arrive en paquet, en tas, des quantités incroyables. Il faut bien qu'ils les écoulent, donc ils vous poussent à en consommer. Vous n'y aviez pas pensé à une quantité pareille. Tout ça est absurde. C'est pas comme ça qu'il faut prendre pas de ferme de 1000 vaches. D'accord? C'est pas 1000, c'est 10 000, je ne sais pas combien ils vont faire, ils ne s'arrêteront pas. Hein. Des fermes de 3000 porcs, ils osent appeler ça une ferme, mais c'est une usine. C'est pas une ferme, ça n'a rien à voir avec une ferme. C'est pas le mot pour parler de ça. Ils ont trouvé le mot pour arrondir la chose. Hier, je regarde, je préparais le discours, là, puis tout le monde m'a dit « Oh, pas trop, si, trop. » Je regarde un journal, et justement, ça parlait de l'inventivité dans l'agroalimentaire. Tant mieux, je les félicite, ils sont très inventifs. Alors, quelqu'un a inventé une cave à viande. Je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner. Hein. Alors, c'est très innovant. Un autre a inventé je ne sais pas quoi. Et dans les produits qu'il propose, du jambon sans antibiotiques. Ils pourrissent tout, et après ils passent en vous disant « Mais il m'en reste un peu du pas pourri, est-ce que vous en voulez ?» Voilà. Mais attendez, vous allez voir. Écoutez-moi les gens, c'est un modèle économique. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus de marge sur le jambon avec de l'antibiotique. Vu que comme ils se font la guerre entre eux, ils disent « Ah, c'est la catastrophe, la guerre des prix, on va tous mourir, on va fermer, etc. » Ah ben tiens, vous découvrez ça. Bon. Et alors nous faisons notre plus-value, disent-ils, non pas sur les produits ordinaires, pour le vil peuple qui n'a qu'à manger du jambon s'il en mange avec des antibiotiques. Nous faisons nos marges sur les produits plus raffinés, c'est-à-dire le jambon sans antibiotiques. Du fait qu'il y en a beaucoup qui mangent du jambon avec des antibiotiques, ça leur apporte des sous parce qu'il y en a d'autres qui veulent en manger sans antibiotiques. Il fallait le faire. C'est un modèle économique. C'est avec ça qu'il faut cesser. C'est absurde.
Et vous en connaissez la conclusion de ce modèle alimentaire. Non seulement c'est l'empoisonnement généralisé, mais c'est un gâchis inouï. On vous a dressé, les amis, on vous a éduqué. Le capitalisme est entré dans votre corps, il vous a appris à goûter, il est sur votre langue, il est dans vos papilles. Résultat, 40% de la production agricole est foutue à la poubelle, parce que sinon vous ne l'achèteriez pas, parce que la pomme n'a pas la bonne forme, parce que la tomate n'a pas la bonne couleur, etc., etc., etc. 40%! Une civilisation qui vit sur le déchet. Pourquoi faire? Pourquoi fait-elle ça? Pour faire du fric. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les motive. Il n'y a que ça qui les occupe. L'argent, 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 l'argent. C'est tout ce qu'ils connaissent. Alors, « 100 000 tonnes d'aliments fichus à la poubelle tous les ans en Europe. Nous sommes la monstrueuse société du déchet, des emballages, il y en a partout. Donc, planifier, c'est commencer le rétro-pédalage. C'est pour ça que notre programme, on ne dit pas les 350 mesures s'appliqueront les 8 premiers jours. Parce que pour arriver à faire ce que je suis en train de décrire, il faut du temps, parce qu'il faut changer les machines, il faut changer la manière de produire. Mes amis, la bêtise de ces sept-là, c'est de ne pas comprendre qu'ils ne peuvent pas proposer comme unique projet à un grand pays cultivé comme le nôtre d'alléger l'impôt sur la grande fortune et de travailler davantage en étant payés moins. Parce que même les gens qui seraient prêts à faire tout ça, ils ont un cerveau. Et ils s'occupent d'eux-mêmes, de leurs gosses, des petits bonheurs de la vie dont ils sont frustrés par les méthodes que je viens de vous décrire. Mais surtout ce qu'ils ne comprennent pas. Pas seulement qu'ils sont dangereux pour la planète, je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Pas seulement qu'ils sont dangereux pour leurs concitoyens, après tout, ils n'ont pas plus envie d'empoisonner les autres que nous-mêmes, bien sûr. Mais ils ne se rendent pas compte de l'essentiel. C'est que le nouveau modèle économique que je suis en train de présenter à travers des exemples, c'est un modèle qui nous permet le retour au plein emploi. Parce que pour faire tout ça, et par exemple notamment pour atteindre l'objectif que nous nous donnons, un objectif intermédiaire, c'est 100% bio de nourriture dans les cantines scolaires, pour qu'on soit sûr de ce que mangent nos gosses. Pour faire ça, pour que la nourriture bio ne soit pas réservée aux beaux quartiers, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut retourner à une agriculture paysanne. Pour ça, il faut trouver 400 000 personnes. 400 000. Laissez-moi vous dire que vous ne trouverez pas 400 000 personnes comme ça. Il reste 200 000 paysans aujourd'hui. Mettons qu'il y en ait encore 100 000 qui attendent parce qu'il n'y a pas de la terre disponible. 100 000. Donc, il m'en faut trouver 300 000. Et vous ne pouvez pas dire à 300 000 personnes, eh bien, venez, dorénavant, l'existence, c'est plus de vacances, c'est tous les jours au cul des vaches. C'est fini, ça. D'accord? Il va donc falloir renouveler complètement la condition des paysannes et des paysans. Et je dis bien les paysannes, comme des paysans. On a bien compris qu'il y a des cycles longs du climat dans l'histoire de la planète, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le climat, par définition, c'est un système extrêmement fragile, vous le voyez bien. On appelle ça métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre. Et l'action humaine, ce n'est pas une pichenette dessus qui va provoquer l'effet papillon, c'est lourd. Au point que des scientifiques sont arrivés à appeler la période dans laquelle nous vivons l'anthropocène. Anthropos, ça veut dire l'homme, l'être humain, et scène, c'est pour dire la période 2. Les êtres humains modifient la nature elle-même. On a demandé de nous expliquer bien ce que c'était cet anthropocène. Et on nous a dit, voilà, il faut que vous compreniez une chose. L'homme est lui-même, l'être humain, une force de la nature. Les êtres humains aujourd'hui déplacent plus de gravats que toutes les forces de la nature. Déplacent plus de gravats que toutes les forces de la nature. Les fleuves, les rivières, l'érosion, tout ça, l'être humain en transbahute plus. C'est énorme. Les changements que cela produit sont physiques. À force de creuser dans la mer pour prendre du sable, pour faire du béton, pour faire des maisons, à force de prendre du sable,
eh bien, c'est 70 à 90% des plages du monde qui sont menacées de disparaître. Mais surtout, et en plus, le trait côtier change. La côte n'est plus la même parce que les courants de la mer changent. Une partie bascule dans la flotte. Vous le voyez? C'est ça l'anthropocène. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et c'est pourquoi notre point de départ politique, ce n'est pas seulement de la générosité, encore qu'il n'est pas interdit d'avoir pour point de départ la générosité. Notre point de départ, c'est la crise de l'écosystème et l'intérêt général humain. Et l'intérêt général humain ne se comprend pas sans le reste de la biodiversité, parce que l'être humain n'est pas la seule espèce vivante qui participe à l'équilibre de cet écosystème-là en particulier, le seul dans lequel nous pouvons vivre. Voilà comment il faut prendre la politique. Très bien. Alors, monsieur Mélenchon, vous ne voulez plus qu'on aille chercher de sable dans la mer, et pourtant, il nous faut du béton. Et pourquoi il vous faut du béton? Eh bien, il nous en faut pour faire des maisons. Parfait, faisons des maisons avec autre chose. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Avec une réserve naturellement reproductible. On peut donc faire des maisons en bois qui résistent au feu mieux que le béton. On sait le faire en France. Quand je pars de « on arrête d'enlever du sable », on en est au bois pour faire des maisons, et le bois, c'est la forêt, et la forêt, c'est quoi? Eh bien, il nous faut des forestiers. Il faut qu'on cesse avec cette attitude ridicule de la France. L'un des plus grands massifs forestiers, le premier ou le deuxième, pour la biodiversité, c'est le premier, d'Europe. Et qu'est-ce qu'on fait? On exporte du bois et on importe des meubles. On n'est pas capable de les faire? Il faut à tout prix qu'on rajoute au prix de ce meuble un prix caché qui est la pollution qu'aura nécessité son transbahutement d'un endroit à l'autre de l'Europe. Tout ça est absurde.